Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui chez Krav Maga Dijon Aircross avec Théo. Salut, bonjour. Bonjour et on va parler aujourd'hui Théo de récupération. Ouais. Une fois qu'on s'est entraîné aussi bien en, en entraînement physique qu'en Krav, qu'en boxe ou quoi. Comment est-ce qu'on récupère bien. Et puis je propose qu'on discute principalement du sommeil, thématique thématique importante à l'aube du changement d'heure. Ça va être des questions, comment est-ce qu'on améliore son sommeil. Alors pour commencer, on s'entraîne, comment est-ce qu'on récupère et quels sont les différents types de récupération finalement. Alors voilà, c'est ça, c'est bien déjà de pouvoir mettre des définitions un petit peu sur les mots qu'on va utiliser. Donc récupération, c'est quand même un terme qui est globalement assez large. Donc la récupération, ça peut être sur plusieurs niveaux. Donc ça peut être dans un premier temps la récupération par exemple musculaire. Donc c'est à celle à laquelle on va peut-être le plus penser, surtout quand on fait du sport, notamment des sports de force, donc la musculation, haltérophilie, etc. Il y a aussi la récupération tendineuse, articulaire, ligamentaire, donc plus au niveau des tissus, donc qui va être globalement, on va dire, assez similaire à la récupération musculaire. C'est juste un timing qui va être différent dans le sens où elle est beaucoup plus lente. Elle va peut-être demander aussi des nutriments très spécifiques. On peut aussi parler de récupération nerveuse. Donc là, c'est là où la récupération, on va dire, qui est plus liée entre guillemets au sommeil, même si on va se rendre compte que c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Et après, en soi, il y a d'autres types de récupération, mais on va dire que c'est les principales qu'on peut retrouver. Ok, alors la récupération musculaire, tendineuse, nerveuse, elles se font, j'imagine, dans un certain temps. Par exemple, récupération musculaire, c'est quoi? Je travaille très très fort les bras en flexion, donc je travaille les biceps. Une récupération musculaire, c'est quoi? C'est un jour ou deux ou c'est Alors c'est justement, c'est là que ça devient un petit peu touchy comme sujet, parce qu'en soi, la récupération musculaire, on pourrait carrément dire que ça n'existe pas, dans le sens où ça va exister, mais la récupération musculaire, elle est très rapide et efficace. C'est-à-dire que le corps, même si on n'est pas optimisé dans sa récupération musculaire, dans le sens où on ne mange pas forcément exactement ce qu'il faut, on ne se laisse pas énormément de temps, on va dire que le corps arrive globalement à bien récupérer musculairement parlant. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment, même si par exemple des fois on peut se dire une déchirure musculaire, mais au final ce n'est pas une déchirure musculaire, c'est on dirait les tissus contractifs qui se déchirent par exemple. Donc on n'a pas de problème en récupération musculaire de manière générale, même pour un individu lambda. Là où ça va plus pêcher, c'est sur les autres types de récupération. Et alors du coup, c'est quoi si je m'entraîne et que je loupe ma récupération? En gros, je ne me laisse pas assez de temps, je prends pas assez de nutriments, je prends pas, enfin, je récupère mal. C'est quoi les risques? C'est la blessure musculaire, t'en parles, même si ce ne serait pas forcément une Alors, du coup, déchirure. c'est pas Mais musculaire, ouais, ce ne mais... serait pas forcément musculaire. Mm. Mais ce serait des risques autres, de moindre performance, de blessure. Alors oui, alors ça dépend des gens globalement parce qu'il y a quand même il y a quand même une génétique un petit peu face à ça, c'est-à-dire que pas tout le monde va récupérer de la même manière et pas tout le monde va sentir les mêmes signes euh, avant que ce soit le drame. Par exemple, le drame en sport de force, ça pourrait par exemple être une déchirure. Donc il y a des gens qui vont le sentir un petit peu avant, qu'ils ont un petit peu mal à certains endroits, au niveau du tendon, articulation, etc. Mais il y a des gens qui vont pas forcément le sentir et ça va venir plus ou moins d'un coup. Donc là, c'est un petit peu plus enjeu. Donc c'est compliqué de répondre, sachant que tout le monde va réagir un petit peu différemment au niveau de sa récupération. Donc que ce soit la vitesse, la capacité à bien récupérer, ou encore le ressenti de est-ce que je suis blessé, pas blessé. Est-ce qu'on est blessé à partir du moment où on s'est vraiment fait mal, ou est-ce qu'on est blessé à partir du moment où on commence vraiment juste un petit peu à sentir une petite gêne. Donc c'est très compliqué de se rendre compte. Mais du coup, c'était quoi la question? Ouais, bah c'est quels sont les risques d'une mauvaise récupération si finalement c'est la blessure ou une moindre performance. Bah, alors ça dépend du sport du coup, mais disons que pour des gens qui pratiquent le même sport qu'on va pratiquer ici, donc que ce soit un sport de combat, donc grappling, striking, ou alors du renforcement musculaire plus ou moins classique, donc de la musculation plus ou moins adaptée au street workout. Là par exemple sur le street, on pourra ressentir un petit peu une baisse nerveuse dans un premier temps, dans le sens où on arrive dans la séance, c'est des mouvements qui sont assez compliqués, donc qui demandent pas mal de nerveux, que ce soit des mouvements de force comme le front lever, la planche ou encore juste des tractions, où on sent qu'on a la force musculaire pour se mettre dedans, qu'on a entre guillemets bien dormi, etc., mais on n'a pas la pêche. On fait une série, on a envie de rentrer, même pour aller à la salle, on n'a pas envie, on n'arrive pas à se concentrer. Donc là, c'est peut-être qu'il y a une petite surcharge nerveuse qui n'est pas forcément juste causée
malheureusement par le sport, mais ça peut être aussi lié au mode de vie, par exemple le travail ou s'occuper des enfants, etc. Tout ce qui va faire qu'on utilise notre cerveau aura tendance à le fatiguer. C'est pas forcément un effort nerveux, même si c'est plus intense. Le simple fait de travailler toute la journée, de réfléchir, etc., on se fatigue nerveusement et ça peut se retranscrire dans nos performances à la salle. Donc ça, le premier, ça va être le signe nerveux, donc on se sent un peu fatigué, on n'a pas envie, etc. C'est pas le moment, il ne faut pas forcément trop forcer. Et sinon, ça peut être tout simplement des douleurs qui peuvent apparaître à des endroits très connus. Donc par exemple, que nous, on fait du street, en général, par exemple sur le groupe de coaching, les gens ont peut-être vu, mais je parle beaucoup des épaules. Donc en général, en street, on dit qu'il y a 50% des gens qui se blessent au bout de 6 mois et 36% c'est au niveau des épaules. Il me semble que c'était ça dans les données. Donc en général, les gens commencent un peu à avoir mal aux épaules, etc. Pareil, si on fait beaucoup de boxe, on peut vite avoir des pathologies d'épaule. Donc après, ça va plus ou moins être lié à la discipline. Donc ça peut être des gènes qui peuvent apparaître. Et donc là, la solution pour éviter ça au maximum, c'est avoir une bonne récupération, mais c'est aussi le jour où on arrive fatigué à la séance, qu'est-ce qu'on fait? On baisse un petit peu le volume, on fait attention, ou on se dit non, moi j'ai une discipline de fer, je fais la séance que j'avais prévue, et puis je pousse au bout. Alors c'est là qu'il faut savoir être intelligent. Déjà, il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas forcément se dire que récupérer, ça veut dire ne rien faire. Ne rien faire en mode on se met sur le canapé, on attend et comme ça on récupère. Des fois, ce n'est pas forcément la solution miracle. Certes, ça va être la solution un petit peu d'extrême urgence, dans le sens où par exemple, si on s'est vraiment déchiré complètement un tendon, on ne va pas tirer dessus le lendemain pour essayer de faire quoi que ce soit, parce que forcément, soit on risque d'aggraver la situation, soit on risque de l'aggraver tout simplement. Par contre, à partir du moment où on a une petite gêne, par exemple au coude, parce qu'on est un peu trop forcé sur les triceps, là ça peut devenir pertinent de rajouter un travail très spécifique dessus, où par exemple on va chercher des séries longues, on va chercher à irriguer un petit peu les tissus, parce que là on sait qu'on n'est plus sur du tendineux articulaire, donc il y a une question de récupération, essayer d'apporter un maximum de nutriments pour renforcer, réparer, accélérer le processus. Donc là on est dans un objectif de récupération, mais on dit que c'est actif. Ok, ça marche. Voilà. La récupération passive, où on va rester vraiment à rien faire, en général c'est que c'est vraiment la merde, mais il fallait se cautionner un petit peu avant, quoi. Et au niveau de la récupération nerveuse, c'est vrai que là c'est peut-être un peu différent, dans le sens où si on est niqué nerveusement, comment on fait pour s'entraîner? Dans ce cas-là, ça peut être bien quand même de faire sa séance, mais de faire du très léger. Pas faire des mouvements qui sont taxants nerveusement. Par exemple, les jambes en général, c'est très taxant. C'est-à-dire que si on fait des squats très lourds ou des fentes pendant longtemps, si après on a envie de faire les biceps, en soi c'est totalement un muscle différent, mais on n'y arrive pas dans le sens où on n'est pas dedans, parce que le nerveux il a pris un trop gros coup. Dans ce cas, ça peut être bien de faire des petits muscles. Donc par exemple en street, nous ce qui va être intéressant, ça va être de travailler les poignets, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qu'on est tout le temps sur les barres, etc. Avoir une poigne, ça devient hyper bénéfique pour plein de mouvements. Donc on est dans une séance où on n'est pas très focus, on ne peut pas faire de traction. On privilégie un petit peu son travail sur des petits mouvements de poignet, de rotation. Non seulement on va récupérer, parce que du coup on va les renforcer un petit peu, mais en plus on va faire des mouvements qui ne vont pas trop nous fatiguer, on peut les faire en parlant, on s'en fiche un peu. Donc ça reste quand même optimal et c'est intelligent comme travail. Ok, ça marche. Bon, puis pour éviter cette situation, le sommeil a son importance. Donc aujourd'hui, question très bête, mais je pense qu'on est tous, on n'est pas tous égaux face au sommeil. Il y en a qui dorment peu, il y en a qui dorment beaucoup. Est-ce qu'au niveau des études, il y a une espèce de consensus qui dirait il faut tant d'heures de sommeil minimum, ou comment est-ce qu'on apprend à se connaître là-dessus? Ouais, alors déjà je ne suis pas médecin du sommeil, mais c'est vrai que je lis quand même tous les jours des trucs dessus. J'écoute tous les jours, pas forcément sur le sommeil, mais très souvent des podcasts de médecins du sommeil, de spécialistes du sommeil, donc je connais quand même un petit peu le truc. Donc déjà, il y a une génétique, c'est sûr. Il y a des gens qui sont programmés pour dormir, on dit petits dormeurs, donc ils dorment pas forcément très longtemps pour avoir un sommeil optimal. Et d'autres, ils ont besoin de plus de sommeil. Donc ça, c'est génétique, on ne peut pas forcément le changer. Après, c'est sûr que les chiens ne font pas des chats. Donc en général, quand les parents sont petits dormeurs, en général, l'enfant sera petit dormeur. Et quand les parents sont gros dormeurs, l'enfant sera gros dormeur. Donc déjà, il y a une quantité d'heures de sommeil qui peut être plus ou moins prédéfinie à la base. Après, c'est sûr que pour un humain lambda, on dit qu'entre 7 et 9 heures de sommeil, c'est quand même l'optimisation. C'est quand même, on est plus ou moins dans cette fourchette. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études observationnelles où on se rend compte que les gens, surtout à partir du moment où ils commencent à travailler, ils sont en dessous de ce seuil. Donc ils sont à 6h30 de sommeil. Et c'est sûr que si on prend la population de masse, on sait qu'il y aura pas mal du coup de déficit de sommeil.
ce qui va amener pas mal de problèmes, surtout des problèmes des maladies neurodégénératives, etc., quoi. Ok, ça marche. Et donc, il y a un effet bénéfique du sommeil sur la récupération. Mhm. Euh, est-ce que bien dormir, ça a un jeu sur l'amélioration de la performance pour des athlètes du quotidien comme nous, sans chercher de la performance de haut niveau non plus? C'est primordial. C'est primordial dans plein de sports et dans d'autres sports plus que d'autres, surtout les sports d'apprentissage. Parce que forcément, alors c'est pas forcément, le sommeil ne sert pas forcément qu'à apprendre comme on pensait un peu en 1980, etc. Ça a un petit peu évolué, mais c'est sûr qu'il y a quand même un lien où mieux on dort, mieux ça se passera, mais globalement sur tous les aspects, que ce soit hormonal, que ce soit au niveau de l'apprentissage, de la mémorisation, que ce soit au niveau des performances physiques, etc. Ça va jouer tellement sur tout, et même si ça jouait que sur un aspect, que sur l'aspect hormonal par exemple, forcément ça va influer sur tous les autres trucs. Donc c'est sûr que c'est très important. Après, comme on en a parlé, du coup il y a une quantité d'heures de sommeil plus ou moins respectée, mais c'est pas forcément le truc le plus important. Surtout que en fait on accumule, par exemple quand on dort pas assez, ce qu'on appelle des dettes de sommeil. Donc une dette de sommeil, en général, je sais pas si on dort 6 heures, qu'on doit dormir plus ou moins 7h30, bah, si on dort 6 heures, on peut dans la journée, si c'est possible, rajouter des siestes et plus ou moins compenser du coup sa dette et entre guillemets l'annuler, même si c'est mieux quand même de dormir tout d'un coup. Mais ce qui va aussi être très important, on s'en rend compte maintenant, c'est la régularité, c'est-à-dire l'heure à laquelle on se couche et l'heure à laquelle on se lève. Donc vaut mieux pas forcément dormir, je sais pas s'il faut qu'on dorme 8 heures, si on dort 7h30, c'est mieux de dormir 7h30, de se coucher tout le temps à la même heure, de se lever tout le temps à la même heure, que de dormir 8 heures, mais au final qu'il y a des jours où on se couche à 3 heures du matin, d'autres on se couche à 23 heures. Là, ça va faire une merde pas possible. Au niveau du rythme circadien et tout, c'est l'horreur. Donc c'est très important d'essayer de respecter dans un premier temps ces heures pour dormir. Par exemple, si on travaille la semaine et que le lendemain, je sais pas, il y a un boulot, on doit prendre le train, donc on se lève plus tôt, ça peut peut-être même des fois être plus pertinent de se coucher 30 minutes, 1 heure avant, mais pas trop longtemps avant pour essayer de garder plus ou moins le même rythme. D'accord, ok. Donc le rythme du sommeil, j'imagine que ça a un rôle, enfin, en tout cas ça a une influence sur les phases du sommeil. Il y a plusieurs phases dans le sommeil. Parce que tout à l'heure, par exemple, tu parlais de faire une petite sieste de 20 minutes pour essayer de régler un petit peu ou d'atténuer sa dette de sommeil. Une sieste de 20 minutes, on n'aura pas toutes ces phases de sommeil. J'imagine que ça repose, mais ça n'a pas les mêmes effets. Faut dormir 3 fois 20 minutes ou dormir 1 heure, c'est pas la même chose. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont étudié sieste. Mhm. Sieste, c'est pas forcément dormir. Ça peut être vraiment posé. On ferme les yeux, on essaie de penser à rien. C'est un repos. Donc c'est sûr que si on arrive à dormir un petit peu, c'est bien. Mais si on dort trop, au final, c'est là qu'aussi on a le risque du coup de changer son rythme de sommeil parce que on va se coucher plus tard après et du coup on nique tout. Donc c'est pour ça c'est sieste, mais il faut pas trop en abuser. C'est juste pour essayer de récupérer un petit peu plus. Ça fait toujours du bien. C'est mental, c'est un peu physique, mais il faut pas aller trop là-dedans, quoi. Sinon, il y a un truc aussi important que j'ai pas forcément parlé, mais par rapport au rythme de sommeil, il y a des gens qui sont pas forcément faits pour avoir le mode de vie actuel où en gros c'est métro boulot dodo, où on se lève à 6h30 et on se couche vers 22h30. Il y a des gens qui sont plus faits pour être un peu plus éveillés la nuit et d'autres qui sont plus faits pour se coucher tôt. Donc ça c'est aussi un petit peu génétique et on ne peut pas forcément le gérer et le changer. C'est malheureux, mais il y a des gens qui seront un petit peu dans la merde. Ouais, en tout cas, faut apprendre à se connaître et arriver à jouer avec ça. On parlait là rapidement donc, de la durée du sommeil. Ma question c'était sur les phases du sommeil. J'ai en tête qu'il y a 3 phases peut-être au niveau du sommeil. Elles ont une importance toutes les 3 sur la récupération. Il y a une phase qui est plus importante que les autres. Comment ça se passe ça? Alors je pourrais pas forcément en parler en détail, c'est pas trop mon domaine non plus. En tout cas, je sais que les premières heures dans la nuit en général sont, entre guillemets, sont dites les plus importantes. C'est pour ça que même si on dort pas forcément beaucoup, si on arrive à dormir 3-4 heures, on a fait quand même le plus gros du truc. Après, il va y avoir une question de est-ce que les cycles ont bien été respectés, est-ce qu'on s'est réveillé dans le bon cycle, machin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière générale, de tout ce que j'ai lu tout le temps, c'est que les cycles sont plus ou moins pareils chez tout le monde. C'est-à-dire si un cycle doit durer 30 minutes,
ça va durer 30 minutes chez tout le monde. Il n'y aura pas de grosse différence entre les individus. C'est plus voilà, au niveau de la durée, de quand tu te réveilles dedans, comment ça s'est passé, etc. Mais ça, après, moi, je ne suis pas forcément qualifié pour en parler. Ok, dans très toutes les précisément. personnes que tu entraînes, est-ce qu'il y a une influence de l'entraînement sur le sommeil? Après une bonne séance, on dort mieux? Est-ce qu'il y a des gens où le sommeil est perturbé, qui n'arrivent pas forcément à s'endormir après une grosse séance de force, par exemple? Ouais, alors c'est très variable, mais il y a des grands trucs qui ressortent. C'est qu'en général, pour quelqu'un qui est débutant, donc qui n'a pas forcément un gros potentiel de force, quand il va faire sa séance, il sera fatigué, mais en soi, il n'aura pas forcément trop usé son nerveux, son corps, etc. Par contre, une personne qui a un plus haut niveau, on dit qu'on commence à avoir des problèmes de sportif. Donc, c'est une maladie du sportif, le sommeil. Dans le sens où plus on fait du sport, plus on utilise son nerveux, etc., plus on va avoir des difficultés à récupérer, à s'endormir. Et plus ça va aussi demander, dans un autre temps, de la récupération. Donc, plus on utilise son nerveux, mais moins on arrive à dormir aussi. Donc, ça devient assez compliqué à partir d'un certain niveau. Et là, ça commence à être difficile dans le sens où même avant son sommeil, il faut commencer à réfléchir un petit peu avant sa séance. Ah, aujourd'hui, je fais les jambes. Il ne faut pas que je les fasse forcément trop tard non plus. Parce que si je les fais moins de 3 heures avant et que je force vraiment beaucoup le nerveux, ça va être compliqué. J'aurai du mal à m'endormir après. Donc, il faut peut-être que je les fasse un petit peu avant. Il ne faut pas que j'en fasse trop non plus, sinon je serai KO. Donc, il faut calculer un petit peu. Et ça devient difficile. Mais oui, comme on dit, sportif, maladie du sommeil. De toute façon, en général, il y a très peu de sportifs de haut niveau qui dorment très très bien. Et du coup, c'est quoi les astuces de ces sportifs-là pour améliorer leur sommeil? Tu parlais tout à l'heure de la régularité de l'heure à laquelle on se couche. J'imagine qu'il y a des petits rituels. Je pense aux écrans avant d'aller se coucher, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à laquelle ils peuvent penser ou qu'ils peuvent mettre en place? Bah ouais, après si on pouvait faire un ordre d'importance, on dirait du coup le rythme, donc la régularité. Il y a la quantité, donc le nombre d'heures à laquelle on va dormir pendant la nuit. Et ensuite, il y a tous les petits tips qu'on va essayer de rajouter. Donc après, c'est à essayer. Il y en a qui vont bien réagir, d'autres pas du tout. Mais par exemple, il y en a qui se mettent du scotch sur la bouche, donc pour respirer que par le nez. Et faire en sorte d'être dans le noir le plus possible, être à 18 degrés, dans une chambre à 18 degrés pour pas que ce soit trop chaud, pas trop froid, etc. Enfin, même que ce soit un petit peu frais pour le coup. Faire en sorte de prendre un bain tiède, de se réchauffer les pieds juste avant de dormir, mais il faut quand même qu'on arrive à se refroidir assez vite, justement grâce à la pièce, etc. Des fois dormir avec tout le temps un bras ou une jambe en dehors de la couette, surtout pour les hommes qui ont un métabolisme un peu plus rapide. Enfin, il y a plein de petits tips qu'on peut essayer de mettre en place, donc le mieux c'est de regarder sur internet et de tester soi-même. Moi par exemple, je sais que le truc sur la bouche, donc c'est du mouse stepping, je crois qu'on appelle ça. J'ai essayé, moi je trouve ça horrible, donc même si ça marche super bien, le fait d'avoir un truc sur la bouche ça me gêne. Donc c'est pas top. Moi, par exemple, dans mes autres trucs de récupération, donc j'ai un outil qui s'appelle un concentrateur d'oxygène. Ça a plutôt tendance à m'endormir. Donc déjà, je peux faire une sieste dedans, donc c'est cool. Donc je peux rattraper mes dettes de sommeil si j'en fais pas assez. Mais aussi, si je le fais le soir, j'ai quand même une petite réserve d'oxygène en plus. Et je sens que ça m'aide au niveau de la somnolence. Donc moi, par exemple, c'est un truc que j'utilise pour m'endormir. Donc le concentrateur d'oxygène, ça m'aide bien. Après, ça c'est peut-être moi. Ça marche sûrement chez plein d'autres personnes, surtout chez les sportifs qui ont l'habitude de faire des échanges d'oxygène avec le sport de manière générale, mais ça ne marchera pas forcément chez tout le monde. D'accord. Il faut essayer. Si on sait qu'il y a aussi les couvertures lestées maintenant qui se font beaucoup, alors j'ai jamais essayé pour le coup, mais donc des couvertures qui sont un peu fortes, un peu lourdes, et du coup ça rassure un peu et ça peut aider à s'endormir plus rapidement. Ok, ça marche. Et le lien avec donc la récupération physique et le sommeil, pendant le sommeil, il y a des hormones qui sont sécrétées, j'imagine, des hormones spécifiques durant le sommeil. Je pense à des hormones type des hormones de croissance qui doivent favoriser, j'imagine, la récupération musculaire, tendineuse dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça, là-dessus, il y a des études, des choses qui... Alors, je ne suis pas sûr à 100%, surtout par rapport à l'hormone de croissance, parce que c'est plus l'hormone de croissance quand elle est sécrétée dans le corps, par le foie en tout cas, c'est plus une hormone de contre-régulation. C'est juste parce qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, donc on n'a plus beaucoup de sucre. Donc pour pas mourir, ton corps fait de la GH, mais c'est une hormone qui est hypoglycémiante plus ou moins. Donc c'est juste pour survivre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une hormone de croissance, donc tu vas grossir, etc. C'est pas une hormone qui va te faire prendre du muscle en général, c'est plutôt une hormone catabolique. Donc après leur fonction, voilà, c'est peut-être un peu controversé en fonction en plus de comment la personne mange, si elle ne mange pas le soir, si elle ne mange pas trop le matin, etc. Ça peut faire des montées de trucs, mais c'est pas forcément, parce que ça s'appelle hormone de croissance, etc., que c'est forcément
bon pour ce qu'on veut en tout cas. Donc c'est sûr qu'il y a plein de changements hormonaux qui se font de la nuit. Après, je ne sais pas à quel point ça peut être quantifiable. Par contre, ce qui est sûr, c'est si on fait une nuit blanche, on sait que ça se pète la gueule, le système hormonal, le système immunitaire après, au réveil, enfin du coup pas au réveil puisqu'on est resté éveillé, mais le lendemain matin, même toute la journée, on est complètement, c'est là qu'on a plus de chances de tomber malade. Donc il y a tout qui se pète la gueule. Là pour le coup c'est quantifiable parce qu'on ne sent pas bien. Pour le coup, se sent physiquement qu'on n'est pas bien. Donc le sommeil est important au moins parce que si on fait une nuit blanche, on sait que ça va être la merde. Ok, et l'alimentation avant d'aller se coucher, il y a pareil des tendances qui se dégagent. La consommation de sucre avant d'aller dormir, quel type de repas on fait avant d'aller se coucher? Ouais, alors ça c'est un petit peu une variable, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, avoir une petite quantité de glucides avant de dormir, ça peut faire une petite montée d'hypoglycémie, enfin une petite hypoglycémie en fait, donc ça fait un peu somnoler, ça peut aider à dormir. Ce qui peut être un outil très intéressant. Il y a plein de gens quand ils mangent un petit peu de sucre avant de dormir, hop, et ils dorment très très bien après. Moi je sais que c'est pas mon cas. Si je mange un petit peu de sucre avant de m'endormir, moi ça a tendance à me booster. Donc faut tester, pareil, on réagit bien, tant mieux, on réagit pas, tant pis. C'est sûr qu'après, moi par exemple ça me dérange pas, mais il faut éviter de manger des protéines entre guillemets de bonne qualité, qui sont riches en BCA, simplement parce qu'il y aura de la valine dedans. Donc c'est un peu un acide aminé qui aura un effet anti-fatigue, donc qui peut empêcher un peu le fait de s'endormir. Mais bon, quand on est sportif, surtout quand on fait de la musculation, ça peut être bien d'avoir une source de protéines avant de dormir, juste parce qu'on ne va pas bouffer pendant 7-8 heures. Mais voilà, il y a un choix à faire. Est-ce qu'il y a une accoutumance et du coup le corps arrive quand même à s'endormir même si on bouffe du fromage blanc, etc. Ou est-ce que ça va gêner? Ouais, faut tester quoi. C'est compliqué de prédire à l'avance. Le mieux c'est de tester quand même. Protéines riches en BCA, tu peux. Ouais, alors les protéines en général qu'on dit qui sont intéressantes pour les sportifs, c'est des protéines qui sont riches en BCA, donc leucine, isoleucine, valine, donc qu'on retrouve en grosse quantité dans la viande, etc. Pourquoi on dit que c'est intéressant pour un mec qui fait de la musculation? Parce que c'est des protéines qui vont stimuler, enfin des acides aminés qui vont stimuler des processus anaboliques, comme avec mTOR, etc. On va pas forcément en parler, mais il y a aussi du coup des acides aminés qui eux ont des effets aussi anti-fatigue. C'est pour ça que par exemple quand on prend de la whey avant son entraînement, si ça ne nous fait pas une hypoglycémie, on peut aussi ressentir un effet de boost. C'est sûrement grâce à tous ces processus anaboliques qui se mettent en route avec la leucine, etc. Mais aussi grâce à la valine, qui est un acide aminé qui est un peu anti-fatigue. Ok, et on parle d'acides aminés, d'hormones, etc. Des choses qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, c'est la mélatonine, si je ne me trompe pas. Ouais, après on pourrait peut-être aussi parler un peu avant du café. Ouais, Il y a des molécules très spécifiques qui pour le coup, c'est sûr qu'il faut mieux les éviter avant d'aller dormir. On va pas forcément parler exactement des effets que ça fait sur le sommeil, mais en gros la caféine, une fois elle est dans le sang, disons que ce qui fait dormir en fait, l'hormone c'est l'adénosine. Donc c'est le déchet de ATP qui quand on est éveillé, en fait on fait plus d'ATP parce qu'on utilise de l'énergie, donc on a plein de déchets. Donc ce déchet c'est l'adénosine, il monte, il monte, il monte, il monte, et quand il arrive à un certain seuil, on somnole et on s'endort. Et en fait, la caféine va jouer sur ces récepteurs et au final on va couper un peu cette montée d'adénosine. Donc c'est comme si on bloquait et on n'est plus fatigué dans ce sens-là. Donc ça peut être un peu compliqué. Après, en fonction des vitesses d'élimination et d'absorption, il y a des gens qui peuvent prendre un café et quand même bien s'endormir. Par contre, là où même s'il y a des gens qui arrivent à s'endormir en prenant un petit peu de café, on voit quand même qu'il y a une détérioration de la qualité du sommeil. Donc après, est-ce que je ne pourrais pas vous dire exactement en quoi ça va même détériorer la qualité, mais sûrement plus ou moins au niveau des cycles, peut-être au niveau des réveils nocturnes, des cauchemars, etc. Ça peut peut-être être un petit peu néfaste sur ce point de vue-là. Ok. Et donc, la mélatonine là-dedans? Alors la mélatonine, elle a un tout petit lien par rapport au sommeil, dans le sens où en fait le rôle de la mélatonine, c'est de se stopper net au niveau de sa production lorsqu'il y a de la lumière et de remonter progressivement et atteindre un pic vers la nuit quand il y a moins de lumière. Donc quand il y a moins de lumière, il y a plus de mélatonine, ce qui indique au corps que c'est la nuit et donc que c'est préférable d'aller dormir. Mais si on prend de la mélatonine, ça ne nous fera jamais somnoler, c'est pas du tout un somnifère. Mais ça peut aider, surtout chez les personnes qui ont des problèmes du rythme circadien, ou même ça peut quand même pas aider à s'endormir, mais ça peut aider de se mettre dans une configuration sommeil.
Ok. Donc avec tout ce qui est à côté, par exemple la respiration, se mettre dans le noir, mock stepping, etc. Ça peut être un petit outil en plus qui peut aider à se mettre dans une routine pro-sommeil. Dans la catégorie tips alors. Par contre, la mélatonine, peut-être pas ouf pour les gens chez qui ont un bon sommeil à la base. Dans le sens où ça aura plus tendance à détériorer un petit peu leur qualité quand tu as un bon sommeil. Parce que du coup, ça peut faire des montées un peu trop fortes de mélatonine, ça peut mettre du temps à redescendre du coup le lendemain matin, du coup on somnole, etc. Enfin, ça peut faire une merde un petit peu pas possible. On peut se réveiller pendant la nuit et ne pas réussir à se rendormir. Du coup, pour les personnes comme ça, le mieux c'est de s'orienter directement vers le tryptophane ou du 5-HTP. 5-HTP, peut-être pas trop, mais tryptophane sûr. Ok, d'accord. Donc à manier avec précaution, pas de produit miracle. Ce que je retiens, c'est que finalement, pour améliorer son sommeil, c'est d'abord une hygiène à mettre en place, des horaires réguliers, un environnement favorable au sommeil, éventuellement des petites habitudes de repos durant la journée, une écoute de son corps pour essayer de mieux se connaître. Finalement, ça ressemble un peu aux conclusions qu'on a eues sur le sport et sur l'alimentation, apprendre un petit peu à se connaître, éventuellement demander conseil à son médecin s'il y a une pathologie en arrière et un problème, mais essayer de tout faire, s'entraîner, être régulier comme un petit peu tout le temps. Ouais, mais du coup, si on pouvait résumer à peu près au niveau de l'alimentation, pour le sommeil, donc peut-être éviter des grosses doses de protéines, surtout si elles sont riches en BCAA le soir. Un petit peu de glucides, jouer un peu avec les glucides si ça peut aider à dormir. Si ça aide pas à dormir, on n'en prend pas. Éviter de manger trop lourd, hein, trop de lipides, pareil, si on mange très gras, si on mange au chinois à volonté juste avant, c'est possible qu'on ait un peu de mal à s'endormir aussi. Au niveau des compléments, du coup, la mélatonine pour des gens qui ont un peu du mal à dormir, ça peut être un outil à essayer, et pas que pour le sommeil, hein, de toute façon pour la santé de manière générale, ça peut être très très bien, surtout pour les sportifs. Sinon, le tryptophane, qui est aussi un acide aminé, qui lui, en fait, le tryptophane, quand on en prend, va devenir de la mélatonine, mais du coup, ce qui est bien, c'est que pour les gens qui ont déjà un bon sommeil, des bons taux, etc., on va pas faire un gros pic, dans le sens où le corps va prendre le tryptophane, il va faire le peu de mélatonine qu'il faut avec le tryptophane, il n'en fera pas trop, donc c'est pour ça que ça fait moins de problèmes. Il y a aussi les plantes adaptogènes, surtout chez les femmes, moi j'ai des bons résultats au niveau de voilà, ashwagandha, etc. Donc ça peut aider à relaxer, mettre dans un bon mood pour le sommeil, ça peut aider. Et sinon, moi ce que j'aime bien en ce moment, même si ça a marché plus au début, mais peut-être du coup il faut faire un peu en cure, c'est le GABA. Donc c'est un neurotransmetteur qui a tendance un peu à relaxer et ça peut être pas mal du coup avant de dormir. Ok. Sur les personnes que tu coaches d'une manière générale, c'est un sujet que tu abordes beaucoup, la récupération. Est-ce que tu l'abordes à partir d'un certain seuil d'entraînement, 3 fois par semaine par exemple, ou en fonction du volume d'entraînement? Non, bah après je le fais directement avec tout le monde, hein. C'est juste après une question de dosage, une question de réceptivité au truc, hein, mais de toute façon il faut tester. Pareil, voilà, s'il y a des gens qui ne régissent pas bien la mélatonine, même si moi j'aime bien, on peut leur faire prendre de la mélatonine, quoi. Donc non, après c'est plus ou moins pareil chez tout le monde. Après, ouais, il y a vraiment une question de quantité, quoi. Forcément, quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport, qui s'entraîne une fois par semaine, alors que moi, par exemple, je peux m'entraîner 2 fois par jour, au niveau de la mélatonine, par exemple, moi, j'aurais besoin de plus, au moins, pour les gaines de myéline, etc. Mais après, c'est un autre sujet, ça va un peu plus loin, mais ça, on en parlera plus sur le groupe de coaching, de toute façon. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet sur la récupération que tu voudrais aborder auquel j'aurais pas pensé? Par exemple, peut-être sur la récupération plus spécifiquement tendineuse? On peut parler un petit peu de récupération tendineuse. Alors là où ça pêche le plus, probablement, c'est au niveau de l'alimentation, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui vont changer avec le temps, où les gens avant mangeaient par exemple tout d'un animal. Donc par exemple, quand on tuait un bœuf, on bouffait la peau, on bouffait pied de cochon, des cochons, enfin je sais pas quoi. Donc forcément, en plus du muscle squelettique, donc les protéines de viande qu'on mange nous, ils avaient aussi pas mal de protéines très spécifiques, notamment du collagène, de chondroïtine aussi, tous les trucs comme ça. Ce qui forcément, en fait, quand on dit on est ce qu'on mange, c'est un petit peu vrai. Donc quand on mange par exemple du muscle, donc par exemple un beefsteak, forcément si on fait beaucoup de musculation et qu'on veut grossir des muscles, ça a un intérêt, même si on n'arrive pas forcément à l'expliquer scientifiquement. Manger du muscle pour faire du muscle, c'est ce qui semble le plus logique. Donc forcément pour sa peau, pour ses tendons et ses os, etc., manger ce qui compose
ces trucs-là, ça aura forcément un intérêt. Donc tout ce qui va être à base de collagène, au niveau des tendons, enfin des tissus en fait tout simplement, ça aura forcément un intérêt positif parce que les gens n'en mangent plus tout simplement, ou pas forcément assez. Donc ça me paraît important. Ouais, donc finalement, il y a la récupération avec ce qu'on peut mettre en place pour récupérer, avec le sommeil, avec, t'en parlais, d'autres techniques, mais il y a aussi tous les nutriments qu'on apporte au corps qui va utiliser pendant ces phases de récupération pour le muscle, le nerveux et le tendineux. C'est ça. Mais après, pour tous les tissus tendineux, etc., j'en ai parlé un peu au début, mais il y a une problématique qui est aussi l'irrigation. Dans le sens où même si on a tous les nutriments, le problème c'est que est-ce qu'ils vont réussir à parvenir à ces endroits-là? Et du coup, il y a toute une mise en place de stratégies pour essayer d'avoir ces nutriments dans un premier temps et les faire parvenir en assez grosse quantité dans certaines conditions très spécifiques pour réussir à les renforcer. Donc ça aussi, c'est des stratégies à mettre en place qui ne sont pas forcément évidentes vues comme ça. Donc on a soit des outils technologiques, par exemple les infrarouges, ou alors on a des entraînements tout simplement adaptés pour essayer de... On avait parlé, il me semble, dans le premier podcast. Ouais. Puis même au début où tu disais que par exemple venir chercher à faible charge, mais chercher de l'irrigation dans les zones en travaillant toujours un peu en dessous du seuil de la douleur. Ouais, c'est ça. Ok. Un point pour conclure, auquel on n'aurait pas forcément pensé, sur la récupération, sur le sommeil. Est-ce que toi, il y a un truc que tu aurais aimé savoir que j'ai pas... Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour en tout cas. On peut peut-être teaser les prochains, je sais pas quelle heure ça sera. Donc soit on fait un prochain sur la récupération encore, mais là peut-être sur du très spécifique. Donc, par exemple, juste sur les infrarouges ou sur l'oxygène. Ça peut être principalement sur le street aussi. Donc les mouvements, quel mouvement faire pour progresser pour un mouvement en particulier. Parce que forcément, c'est pas comme en musculation avec les machines où on peut régler le poids. Des fois, c'est un peu plus touchy et du coup, il y a des mouvements plus simples qui permettent d'acquérir d'autres mouvements. Donc, ce sera probablement sur un de ces 3 thèmes, je pense. Et ben allez, ouvert aux commentaires sur ce qui vous intéresse le plus. Merci. Et puis à la prochaine. Bonne fin de journée.